Bonjour à tous. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Nous allons poursuivre notre série dans ce séminaire d'islamologie sur un nouveau cours qui est celui de la sociologie des quartiers sensibles, auquel suivra un cours sur l'islam des jeunes de banlieue. Et ce cours permet de poser le contexte social, le contexte oui, socio-économique des banlieues françaises, en particulier des banlieues dans lesquelles la communauté musulmane est bien implantée, pour qu'on puisse comprendre ensuite, peut-être mieux encore, le phénomène de l'islam en France. Donc, je vais partager mon écran avec une présentation qui va vous permettre de mieux voir la question. Donc, on va parler de sociologie des quartiers sensibles, plus même que de sociologie des banlieues, parce qu'une banlieue n'est pas forcément un quartier sensible. Vous savez que, je sais pas, Saint-Cloud ou Boulogne sont des banlieues, mais ne sont pas forcément des quartiers sensibles. Ok. Donc en sociologie, on parle plutôt de quartiers sensibles ou de quartiers prioritaires ou de quartiers politiques de la ville, c'est-à-dire des quartiers qui vont concentrer un certain nombre de difficultés sociales sur lesquelles on va revenir. Pourquoi est-ce que je me permets de parler de ça? Quelle est ma qualité, ma compétence? J'ai été moi-même, j'ai travaillé pendant de nombreuses années en quartier sensible, sur différents postes, parmi lesquels animateur d'un d'un secteur 16-25 ans dans une maison de jeunesse, éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, c'est-à-dire éducateur en foyer pour mineurs délinquants. Euh, j'ai travaillé en centre social aussi pour la tranche 11-17 ans. J'ai été financeur pour des associations sur un quartier politique de la ville. Donc, j'orientais les subventions département, région, État, commune sur un quartier de 15 000 habitants à Colombes. Et puis, j'ai vécu toute mon enfance, ma jeunesse, et fait tous mes stages aussi professionnels dans d'autres professions, d'éducateur sportif notamment, dans les quartiers sensibles. J'ai donc une connaissance en tant qu'habitant des quartiers sensibles, mais aussi en tant que professionnel spécialisé dans les quartiers sensibles. Et j'ai un master 1 spécialisé dans l'éducation dans les quartiers sensibles. Voilà, voilà d'où je parle et qui me permet de donner quelques éléments de connaissances sociologiques. Une bonne partie de ce que je vais vous dire, c'est appuyé sur le livre de Cyprien Avenel, Sociologie des quartiers sensibles. Je vous recommande si cette question vous intéresse. Il commence à être un petit peu daté, donc je fais quelques mises à jour personnelles, mais globalement, il décrit très très bien, encore aujourd'hui, de nombreux points sur les quartiers sensibles. Donc voilà, je vous le recommande. Alors, quand on parle de quartier sensible, euh, il faut d'abord dire qu'il y a eu un premier regard sur les quartiers sensibles qui n'est pas notre regard à nous. Quartier des banlieues qui s'enflamment, des banlieues insécurisées, euh, précarisées à l'extrême. C'est un regard qui n'est pas le premier regard sur les quartiers. Le premier regard, c'est un regard qui était plutôt positif et qui s'explique par l'évolution de l'histoire de France. Là, les quartiers sensibles naissent à cause d'une crise, la crise du logement, qui était en réponse à, quand on parle de crise du logement, c'est une réponse à un besoin considérable. À la suite de la Seconde Guerre mondiale, on a eu un besoin de logement immense. Sur les 14,5 millions de logements en France à l'époque, la moitié n'avait pas l'eau courante, les trois quarts n'avaient pas de WC, 90% n'avaient pas de salle de bain, et on dénombrait 350 000 taudis, 3 millions de logements surpeuplés et un déficit constaté de 3 millions d'habitants. Et donc, pour répondre à ce besoin de logement, eh bien, il a fallu faire une réponse urgente, une réponse de grande ampleur. Donc là, vous avez en fond, si vous le voyez sur l'image, le quartier de la Duchère dans lequel j'ai travaillé lorsqu'il est sorti de terre dans les années 60. Il a changé depuis et pas mal de bars d'ailleurs ont été démolis depuis. Il y a eu un phénomène assez fort hein, quand on parle d'insalubrité, etc. Il faut savoir que en France, on a connu des bidonvilles à cette époque. Là, je vous mets en photo, par exemple, le bidonville de Nanterre. Il y en a eu d'autres à Bobigny, à Saint-Denis, côté du Franc-Moisin.
Et donc, on est sur une situation où on est dans l'extrême insalubrité. Ce qu'on verrait, nous, comme la vie de SDF, si vous voulez, aujourd'hui, c'était quelque chose d'assez fort, en fait, d'assez grande ampleur. Et donc, il faut comprendre vraiment ce phénomène, pour comprendre ce qui a motivé les pouvoirs publics à sortir de terre ces immenses barres d'immeubles euh, qui sont aujourd'hui dégradés et en mauvaise qualité, mais qui à l'époque répondaient à l'urgence sociale. Il s'est passé plusieurs choses, notamment le plan courant qui était. Alors, comment expliquer? À partir de 1945, il faut reconstruire le pays, mais les premiers efforts ne vont pas se faire sur le logement. Les premiers efforts vont se faire sur les infrastructures de transport et de commerce, les ports, les aéroports, les grosses industries. C'est là-dessus que va miser l'État. Et donc, la France s'enlise dans le mal logement. Le plan courant va être un plan politique qui va donner doter l'État de nouveaux moyens. Il va y avoir notamment le 1% patronal où 1% justement des charges patronales vont être allouées au logement, la construction de logements. Ça continue encore aujourd'hui avec le logement social. Et ça va changer la donne. Et ce qui va aussi marquer l'opinion publique, ça va être l'intervention notamment de l'abbé Pierre, puisqu'en 1954, il va y avoir un hiver très froid. Des personnes vont mourir, notamment un enfant dans sa roulotte. Et l'abbé Pierre va pousser un cri d'indignation. Et beaucoup de gens vont comprendre qu'il y a un vrai problème et qu'il faut maintenant s'occuper de la question du logement. Les entreprises, l'État, beaucoup d'efforts vont être faits à ce moment-là. Donc, on va sortir ces logements de terre. On va sortir ces logements de terre et ils vont loger un certain nombre de personnes. Ils vont loger les rapatriés d'Algérie un peu plus tard. Ils vont revenir beaucoup en 62, comme mon père qui est né à Oran est revenu avec ses parents aussi en Algérie, immigrés espagnols devenus français en Algérie et qui sont revenus à cette époque-là. Il faisait partie de ces 800 000 rapatriés d'Algérie, français d'Algérie, qu'on appelle les pieds noirs, et qui ont dû être logés, qui ont peuplé ces grands ensembles. Avec eux, il y avait aussi les harkis, c'est-à-dire les supplétifs de l'armée française qui ont combattu aux côtés de la France en Algérie et qui évidemment étaient vus comme des traîtres en Algérie. Et une petite partie a été autorisée de venir sur le territoire. C'est un grand drame, une catastrophe, puisque beaucoup ont subi après eh bien, la violence et la mort pour ceux qui n'ont pas pu quitter le territoire et qui étaient reconnus comme traîtres. D'ailleurs, c'est harki dans les cités françaises aujourd'hui, c'est un synonyme de traître. Hein. Quand on traite de harki, c'est que vous êtes un traître. À cela s'ajoutaient aussi des juifs naturalisés par le décret Crémieux. Et donc, on a cet ensemble de personnes, pratiquement 1 million de personnes qui vont arriver tout d'un coup, qu'il va falloir loger. En plus de ça, il va falloir loger la main-d'œuvre des grandes industries. De 45 à 75, on est dans la période qu'on appelle les 30 Glorieuses, une période de fort développement économique, puisqu'il faut tout reconstruire. Des entreprises qui se construisent avec autour, comme la cité Michelin par exemple, des, 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 des bâtiments type grande barre, grande tour qui vont loger les ouvriers, la main-d'œuvre et en partie une main-d'œuvre aussi qu'on va faire venir, aussi l'Algérie, d'Afrique noire, l'ancienne France coloniale. Et puis, il y a aussi toutes les banlieues ouvrières qui existaient déjà et qui sont devenues insalubres. Alors, on ne voit pas très bien sur la photo en noir et blanc, mais c'est une petite maisonnette fait avec quelques vitrages, un peu de tôle, mais qui était devenue tellement insalubre qu'il fallait aussi changer tout ça. Et donc, on va aboutir évidemment à ce résultat, qui est un résultat spectaculaire. Mais dans chacun de ces appartements, il y a l'eau courante. Dans chacun des appartements, il y a un WC, une salle de bain qui est en fait un luxe exceptionnel, en quelque sorte, pour beaucoup des gens qui arrivent. Pour certains rapatriés, pour certains immigrés, et pour aussi des personnes qui sont dans le mal logement déjà en France. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier cette histoire, qui était une histoire positive. Alors, aujourd'hui, on se rend compte du mal-être des grands ensembles, de la manière dont ça s'est construit, que ça s'est dégradé, que c'est aussi des cages à poules, que c'est quelque chose d'assez inhumanisant. Mais voilà, pour vous rappeler un petit peu l'histoire. Voilà, Cité de la Duchère, dans laquelle j'ai travaillé en tant qu'animateur 16-25 ans. Euh, donc là, vous aviez la barre des érables, euh, projet de destruction, pardon, barre du château, qui est un projet de destruction. La barre des érables qui est toujours sur place.
la 240 qui est toujours sur place, et là, des barres qui sont tombées. Toutes ces barres-là, ces 3 grandes barres qui sont tombées, et qui, d'ailleurs celle-ci aussi est tombée, et la moitié de celle-ci au fond a été, rabotée. On a encore ici, Sakharov, une grande barre, et ce qu'on appelle le bateau là-bas, et donc on avait, 20 000 habitants sur ce quartier. Là, c'est plutôt dans les années 70-80, et vous voyez, ça s'est végétalisé. Alors je reviens en arrière, vous voyez, le résultat de ces grands ensembles, c'est qu'ils sont isolés. La cité de la Duchère, elle est sur un grand terrain, en hauteur, et on voit en fond de la ville qu'il y a d'autres types d'habitats, beaucoup plus petits. Et donc ça crée un quartier avec sa propre sociabilité, sa propre, c'est un peu une enclave en fait, hein. Si vous voyez le quartier ici, là, il est entouré par une grande rue, qui va après descendre dans le 9e arrondissement de Lyon, mais il n'est pas vraiment traversé énormément à l'époque, par des grandes traverses justement. Et aujourd'hui, c'est le cas. Aujourd'hui, on a, des rues qui vont traverser l'ensemble du quartier. Et donc on va désenclaver le quartier. Aujourd'hui, il y a des politiques de désenclavement avec l'Agence nationale de rénovation urbaine. Mais à l'époque, on est voilà, en vase clos avec des grands terrains, d'herbe, et on fait village, et on ne sort pas vraiment beaucoup de là. Et donc ça, des populations immigrées qui vont être, logées là, en grande partie. Alors justement, alors ça, c'est une autre cité que je connais bien, c'est la cité, du Mont-Mély, puisque c'est la cité où j'ai vécu quand j'étais gamin. Alors là, c'est plutôt, l'abbaye, donc le haut. Moi, j'étais sur un flanc, ça s'appelle le côté du sud, mais qui pareil, vous voyez, on a le reste de la ville au fond, et puis la cité du Mont-Mély, qui est sur un mont, qui est donc aussi en hauteur, et qui crée du coup une certaine, enclave, géographique, puisque c'est là où personne, n'avait construit, avec des grands parkings devant les rues, et puis des gens qui se regardent, qui se toisent les uns les autres, du haut des barres, du haut des tours. Alors dans les années 80, les choses vont changer. D'abord parce que à partir des années, 73, on a le choc pétrolier qui va créer, une grosse récession économique, un gros problème économique, qui va avoir un fort impact, et qui va créer, des conditions en France, du chômage. Et puis il va y avoir, une désindustrialisation forte, avec, le début des enfin, fortes délocalisations d'entreprises, une chute du nombre d'emplois, notamment dans certains secteurs comme, dans le nord de la France, les mines, la sidérurgie, etc. Ça, on fabrique plus de la même manière en France. Et donc, il va y avoir un appauvrissement, et surtout une augmentation du chômage. Et en plus de ça, on va passer d'une immigration de travail, donc des immigrés qui venaient pour travailler, à une immigration de regroupement, une immigration familiale. C'est le regroupement familial, des lois qui avaient été passées sous Valéry Giscard d'Estaing. Et le regroupement familial fait que il y a des familles immigrées entières qui viennent dans les quartiers, alors que le chômage augmente. Et c'est là que va commencer à naître, alors c'est une photo d'une cité dans la banlieue lyonnaise dans les années 80, avec un discours de jeunes, c'était sur un reportage. Et c'est le discours de la galère qui a bien été étudié notamment par François Dubé dans son livre La galère. C'est la galère. Ici, on est au bas des tours, on n'a pas d'emploi, on cherche de l'emploi, mais on est refusé. Et commence à sentir, à naître un sentiment de relégation, un sentiment d'exclusion, un sentiment que on nous a fait venir en France, on a fait venir en France nos parents pour travailler, pour restaurer le pays, mais il n'y a pas de place pour nous. Il n'y a pas de place pour nous, il n'y a pas d'emploi pour nous. On nous aime pas, on est étranger, on est arabe, on est africain, et donc il y a un mélange de rejet, de ressentiment, qui se crée à cause notamment des raisons socio-économiques. Et puis certainement aussi des Français qui ont l'impression qu'il y a une concurrence parmi les ouvriers, notamment entre eh bien, l'ouvrier français, l'ouvrier venu du Maghreb, d'Afrique du Nord. Et on va avoir voilà, une tension qui naît. Et c'est pour ça que on va passer donc des banlieues au problème des banlieues. C'est là que ça va s'enraciner, se cristalliser. Et il va naître des phénomènes de violence. On a vu dans les années 70, alors c'était pas médiatisé dans les années 70, mais à partir des années 80, notamment 81, des gros affrontements en banlieue, particulièrement aux Minguettes, avec des jeunes qui meurent, un jeune qui meurt, deux jeunes qui meurent, trois jeunes qui meurent. Dans les années 70-80, on a quand même des affrontements police jeunes qui aboutit à la mort réelle de plusieurs jeunes, avec des courses-poursuites, qui va s'en suivre des émeutes, des rodéos sauvages, des incendies. Il y a vraiment une jeunesse qui trouve que la police est raciste, et qu'elle en veut à ça, qu'elle en veut
à sa vie pratiquement, et que voilà, il y a des cow-boys dans la police et qu'il y a du ressentiment. Et les jeunes sont pas tendres aussi, et au contraire, et sont durs. Et donc ça fait monter la pression. Mais dans les années 80, alors que ça fait 10 ans que c'est là, euh, eh bien ça éclate au grand jour par les médias avec, la médiatisation notamment des affrontements au Minguette. Et on avait notamment Toumi Djaïda. Toumi Djaïda, c'est ce monsieur-là en bas que vous voyez sur le magazine La Vie, qui était responsable au Minguette, de l'association Avenir Minguette, il me semble. Et il a été transporté à l'hôpital parce qu'il a été blessé par la police. Et il va devenir une sorte de figure de proue de cette jeunesse en colère. Et cette jeunesse, elle va vouloir dire ses droits. Elle va marcher pour l'égalité contre le racisme. Elle va faire une grande marche qui va traverser la France. Ils vont d'ailleurs être assistés de prêtres, de pasteurs, de différentes personnalités du monde religieux, François Delorme notamment. Et on a tout un bataillon qui va aller jusqu'à Paris, voir François Mitterrand, qui va leur faire des promesses pour des autorisations de séjour, pour aussi le droit de vote dans les élections locales. Finalement, ça n'a pas vraiment abouti. Et puis cette marche va être ensuite, elle va être réappropriée. Elle va être, certains vont dire, je sais plus le mot de tête, mais vous avez compris, par la gauche et en particulier par le mouvement Touche pas à mon pote, SOS Racisme, etc. Et une partie des militants de cette marche vont avoir le sentiment que le politique va utiliser ça pour ses propres intérêts et que beaucoup des leaders d'origine d'Afrique du Nord, les Beurs en fait, comme on les appelait à l'époque, vont être marginalisés parmi les leaders et n'auront plus vraiment le même droit de citer dans le mouvement. Et ça va un petit peu péricliter. Alors, le rôle des médias est important. Le rôle des médias par rapport à la question des banlieues est important. C'est eux qui vont relayer l'image des banlieues. Et souvent, on a deux approches. La première approche, c'est de dire que les médias construisent, nourrissent le problème. Ils veulent faire le buzz et donc ils ont toujours la caméra là où il faut pour, dès qu'il y a une poubelle qui brûle, être là. Il y a une autre approche qui dit que en fait, les médias entérinent la réalité. Ils entérinent la réalité. Certes, ils cherchent à vendre du papier, et à faire le buzz pour vendre, mais ils ne vendent pas à partir de rien, ils vendent à partir d'une réalité sociale qui est là. Et quand il y a des voitures qui brûlent, quand il y a des émeutes, quand il y a ce genre de choses, c'est leur travail. Et puis finalement, c'est certainement un mi-chemin entre les deux, entre des médias qui veulent évidemment couvrir des sujets intéressants, des jeunes aussi qui veulent être vus, quand on va brûler une voiture en plein jour, c'est aussi une forme de volonté de se faire voir. Et donc, en fait, quelque chose certainement à mi-chemin entre les deux. Et il n'y a pas une diabolisation absolue d'un côté ou de l'autre. Il y a un phénomène complexe. On a Cyprien Venel, dont je vous ai cité, le livre Sociologie des quartiers sensibles, qui dit la question des banlieues peut être appréhendée à travers les relations entre ces deux ordres de faits. Elle est tout à la fois une construction mentale, sociale, politique et une situation objective. Elle est mise en scène par les médias, mais aussi par le cinéma, la littérature. Et elle est l'objet de discours moraux et de débats politiques. Mais elle renvoie aussi à une réalité bien concrète. Autrement dit, elle implique de considérer la question non seulement comme accumulation de problèmes économiques et sociaux, mais aussi comme un regard particulier engagé sur cette réalité. Vous voyez, je trouve que c'est très intéressant. Il y a la réalité sociale, il y a le regard qu'on projette. Comment est-ce qu'on va regarder, comment est-ce qu'on va projeter notre regard sur les banlieues? Nous sommes dans un séminaire euh, qui s'adresse à des chrétiens. Et Dieu a regardé notre condition, et notre condition terrible, de pécheurs, rebelles, avec amour et compassion. Et nous devons, même si c'est parfois difficile pour certains, conserver en notre âme et conscience un effort de regard le plus aimant possible, le plus compatissant possible, mais aussi le plus vrai, le plus véridique, sans être dans l'hypocrisie, sans être dans le faux semblant et sans
sans esquiver les problèmes, sous prétexte d'idéologie. Donc, euh, voilà, je trouve que la sociologie peut rebondir aussi avec des principes de la foi chrétienne. Alors, on va parler souvent de concentration spatiale, des inégalités sociales dans ces quartiers. Ces quartiers vont être à peu près 1500 en France. Une nouvelle géographie prioritaire depuis a été mise en place. Et on a des poches de quartiers donc sur la région parisienne, Lille, Marseille, Lyon et d'autres grandes villes qui vont avoir des poches de pauvreté bien connues. Et ça va être maintenant l'unique critère. Avant, il y avait d'autres critères éducatifs, etc., famille monoparentale ou autres, pour cibler ces quartiers. Aujourd'hui, c'est vraiment le critère du revenu et de la pauvreté qui est ciblé par l'État et on va essayer de cibler les endroits où le plus de gens sont en état de pauvreté pour apporter une aide spécifique d'État, des fonds dédiés. C'est ce qu'on appelle la politique de la ville. Et moi, à l'époque, quand je vous ai dit que j'étais responsable dans une mairie pour flécher l'argent de la politique de la ville vers un quartier. Je gérais à l'époque ce qu'on appelait les contrats urbains de cohésion sociale. Ce sont des contrats euh, entre la ville, l'État, la région, euh, au profit des quartiers en difficulté, des associations qui travaillent sur le terrain. Euh, donc, je vais vous passer ces grands tableaux de la précarité, seulement vous dire les titres. La pauvreté est plus fréquente dans les quartiers de la politique de la ville que dans les autres quartiers. La précarité de l'emploi se concentre dans les quartiers politiques de la ville. Donc, c'est des statistiques INSEE. Je reprends le titre. La précarité de la formation se concentre dans la politique de la ville. Donc, la formation aussi. Les gens ont du mal à se former pour accéder au marché de l'emploi. Plus de mal dans ces quartiers que dans d'autres. Et surtout que dans l'unité urbaine environnante. On a un quartier, et dans l'unité urbaine directement environnante, et on va faire le ratio entre les deux. En plus de ça, il y a plus de jeunes de familles monoparentales dans les quartiers que dans l'unité urbaine proximale. Et ça, c'est un facteur important, évidemment, pour expliquer d'autres éléments auxquels je vais revenir après. Les difficultés d'insertion sur le marché du travail, forcément, s'en suivent. Lorsqu'on est issu d'un quartier, on s'insère moins facilement sur le marché du travail. Les statistiques le montrent. Il y a aussi une forte présence de logements sociaux dans ces quartiers de pauvreté. Sauf dans le sud-est. Alors pourquoi Parce que dans le sud-est, il y a plutôt des copropriétés privées que des logements sociaux. Mais les copropriétés dégradées, c'est un grand problème français. Je reviendrai tout à l'heure lorsqu'on va parler un peu de Clichy-sous-Bois. Mais en gros, on n'a pas les mêmes obligations, entre guillemets. En tout cas, les gens du privé ne répondent pas comme l'État aux obligations de rénovation et autres. Et lorsqu'une copropriété est très dégradée, ça peut durer longtemps. Voilà, lorsqu'elle est privée, là où l'État va parfois faire plus d'efforts, même si peut-être vous n'en avez pas l'impression. La politique de la ville, cette politique de quartier, ça fait 40 ans qu'elle existe. Elle a eu tout un cheminement. On a eu des grands rapports, le rapport Schwartz, le rapport du Bedou, des assises des banlieues en 89, qui ont bien délimité, bien expliqué tous les problèmes, tous les phénomènes qu'il y a dans les quartiers. La question des quartiers est connue et archi connue. On n'a plus besoin. La question pour moi n'est plus celle du diagnostic qui est fait depuis longtemps, mais c'est celle des solutions. On a mis en place en 82 les missions locales. On a mis en place la politique de développement social des quartiers. Donc, le contrat urbain de cohésion sociale dont je fais partie, c'est une fille de ces développements sociaux, avec des conventions par contrat qui étaient signées quartier par quartier, ciblées. Et donc, le contrat urbain de cohésion sociale était une de ces formes de quartier. Maintenant, on est dans d'autres types qu'on appelle les contrats de ville. D'ailleurs, on voit en 93 contrats de ville, mais ça reprend, vous voyez, en 2022, fin des contrats de ville, 2015-2022, contrats de ville, sur le schéma. C'est une ancienne appellation qui a été reprise. En 96, on avait mis en place les zones franches urbaines, les zones de redynamisation urbaine, les zones urbaines sensibles. D'ailleurs, c'est souvent
Une remarque qui est faite, on a toujours appelé la zone, l'endroit qui craint. Ça remonte à bien plus, bien avant le 21e siècle. Ça date même du 19e, je pense. Mais bizarrement, à chaque fois qu'on a fait quelque chose dans les quartiers qui sont stigmatisés d'être une zone, on a appelé les choses zone, zone urbaine sensible, zone de rénovation urbaine, zone franche urbaine. Bon, c'est étonnant des fois comment on utilise l'étymologie, la nomenclature. Et puis, on va avoir, donc je vous disais en 2006, les CUCS, contrats urbains de cohésion sociale, et d'autres lois. Ça va être la fin des contrats de ville en 2022. Pourquoi je vous montre tout ça? Parce que la politique de la ville, initialement, c'était une politique conjoncturelle, une politique qui devait durer pas longtemps pour subvenir pardon, aux différents besoins, crise du logement, crise du lien social, etc. Mais qui est devenue en fait une politique structurelle. Et chaque année, on a des financements politiques de la ville, même si parfois ils s'amenuisent, parce que le problème, en fait, continue, vu que la crise continue. Donc voilà, il y avait, comme je disais, crise économique, crise du lien social, différentes crises auxquelles répondait cette politique. La question souvent est posée aussi en sociologie si les cités françaises, les banlieues, les quartiers sensibles sont des ghettos. Il y a eu ce mot il y a une époque par Emmanuel Valls, il y a des ghettos en France. Et les sociologues disent non. Les sociologues disent qu'il n'y a pas de ghetto en France parce que le ghetto, il est caractérisé, le ghetto américain notamment, par souvent une origine ethnique ou en tout cas une couleur de peau. Les Mexicains, les Afro-Américains, les Chinois, et surtout un délaissement très profond dans les quartiers ghetto américains de l'État. Et du coup, la communauté s'organise pour créer ses propres institutions, ses propres écoles, beaucoup plus qu'en France. En France, dans le quartier de la Duchère où je travaillais, il y avait 2 centres sociaux, une maison des jeunes, euh, 4 écoles. Il y avait une mairie de quartier, il y avait un CIO, il y avait un grand centre médical, il y avait des infrastructures sportives, une maison de l'enfance, une bibliothèque, un cinéma, euh, 3 petites paroisses, une mosquée. D'ailleurs, elle s'est construite au cours de mon temps là-bas. Une mosquée, une synagogue. Euh, on est dans un endroit qui est, alors synagogue, mosquées sont souvent privées, même dans les banlieues, les ghettos pardon américains. Mais on n'a pas un délaissement du quartier. C'est un quartier d'ailleurs qui a été fortement investi par l'argent de l'ANRU, de l'Agence nationale des rénovations urbaines, avec plusieurs millions, je crois une dizaine de millions pour la rénovation urbaine, la destruction des barres d'immeubles. Il n'est pas vrai que les cités françaises sont des ghettos. Par contre, on peut parler de ghettoisation progressive, c'est-à-dire qu'on peut voir effectivement dans certains quartiers, lorsque j'étais à Clichy-sous-Bois ou à la Forestière juste à côté, le Chêne Pointu ou la Forestière juste à côté à Clichy. Oui, la Forestière, c'est vraiment des gens d'Afrique noire qui s'y concentrent. Clichy-sous-Bois, c'est plus des gens d'Afrique du Nord. C'est à grands traits, hein, bien sûr, ce que je dis. Mais il y a des familles qui se retrouvent dans les mêmes endroits. Donc, c'est plutôt, encore aujourd'hui, en France, dans les milieux, enfin, certains pensent que c'est dans les milieux plutôt très riches, comme le 16e arrondissement de Paris, qu'il y a une forme aussi de ghettoisation parce qu'il y a une uniformité des conditions socio-économiques. Les gens ont globalement de l'argent lorsqu'ils vivent là-bas. Alors qu'il y a encore dans certains quartiers sensibles des gens avec différents niveaux. Alors pas forcément très riches, comme j'en ai connu, mais des gens très riches, et dans l'économie formelle, hein, qui venaient s'installer, parfois même par exotisme, c'était marrant, dans des quartiers un petit peu plus compliqués. À la Duchère, j'ai rencontré une personne très intéressante qui avait ce profil. Euh, mais, euh, mais, mais voilà, on a plutôt une ghettoisation que des ghettos au sens américain du terme. Lorsqu'on s'intéresse aussi aux banlieues, on s'intéresse évidemment au phénomène de stigmatisation. Les gens des quartiers se sentent stigmatisés. Je vais revenir en arrière. La stigmatisation, elle est produite par le fait d'être associé à son quartier qui a une mauvaise réputation. Ah, tu viens de tel quartier, vous en avez peut-être des noms en tête.
bon, bah, alors, tu es assimilé à ce quartier, à sa pauvreté, à sa violence, à différents phénomènes. Qui est difficile. Certains vont, ceux qui n'ont pas d'accès à l'emploi, pas d'accès à l'école, qui ont, enfin, en tout cas, qui n'ont pas accroché au projet scolaire, qui sont dans les rues, qui sont parfois dans la délinquance, vont d'autant plus s'approprier le quartier comme identité, puisqu'ils n'ont pas d'autre identité forte. Et puis, il y en a d'autres qui vont stigmatiser le quartier depuis l'intérieur du quartier. «Ah oui, mais les gens de ce quartier, c'est tous des rats». Ouais, mais tu fais partie de ce quartier, non? «Oui, oui, mais voilà, tu vois ce que je veux dire?» Donc il y a cette, auto-stigmatisation dans les quartiers, et puis il y en a qui vont être, dans des logiques d'évitement. On va pas écrire le nom de son quartier, de sa ville, dans son CV. On va ne pas fréquenter trop les gens sur le quartier pour avoir une autre sociabilité que celle du quartier. Ne pas être stigmatisé avec son quartier en ayant d'autres codes, s'habillant peut-être même autrement en dehors du quartier. Heu J'avais été intéressé par l'étude, d'une jeune femme qui, avait, regardé le phénomène de l'errance des jeunes adultes dans les quartiers. On dit souvent que les jeunes adultes sont en errance et d'ailleurs c'est un transfert de certaines études de psychologiques, où il y a une forme d'errance du jeune adulte dans, son construire, son devenir, son identité. Mais on a souvent appliqué ça aux jeunes des quartiers, ils sont dans l'errance et puis finalement, ce qu'on veut dire, c'est qu'ils savent pas quoi faire de leur journée et puis finalement ils font rien et puis finalement, l'ennui, est, une activité l'oisiveté, hein, est mère de tous les vices comme dit le texte. Hem et ben voilà, créer voilà des individus errants. Mais en fait, sociologiquement, c'est faux. Parce que l'errance, c'est un peu être comme un zombie, marcher sans but. Et elle s'était intéressée aux mobilités des jeunes, dans les quartiers et elle voyait que les jeunes, allaient toujours d'un endroit à un autre, sachant pourquoi ils y allaient. Alors, des fois évidemment, il y avait des moments d'ennui, mais comme tout le monde, sur la place d'un petit village français, les gamins ont des moments d'ennui. Mais, je vais au supermarché faire des courses. Je vais voir les copains dans le haut de l'immeuble. Et en fait, voir les copains dans le haut de l'immeuble, ou voir les copains, dans le champ d'à côté, c'est une sociabilité normale à l'adolescence. Je vais, je vais peut-être même, faire le guet, pour un trafic de stupéfiants, mais je vais faire quelque chose de précis, en fait. Et donc ce qu'on appelle errance n'est pas vraiment errance. On a un but, qu'il soit, louable ou moins. On a un but, on est là pour quelque chose. Et donc ça fait partie de la stigmatisation de parler de l'errance, c'est-à-dire qu'on met ça dans un flou. Non, je suis soit dans des conduites, à risque, soit dans des conduites, délinquantes, dans l'économie informelle, soit au contraire en train de travailler sur un projet. Je vais à la maison des jeunes, je vais rencontrer un animateur, je vais sur le collège, je vais sur le lycée, je vais, voir visiter mes parents, mon oncle, ma tante, je vais sur mon lieu de culte. Il y a une sociabilité, classique dans les quartiers et cette idée de zombifier, les gens du quartier, heu, il y a quelque chose de l'ordre, d'une vraie stigmatisation qu'il faut regarder, et qui n'est pas forcément juste. Voilà. Concernant, la mauvaise réputation, hem, bon, je vous en ai déjà parlé, en fait. Ce que je disais tout à l'heure avec les stratégies d'évitement et puis, le retournement de la situation, nous ici il y a que des rats, voilà. Donc c'est un peu ça, mais en gros la mauvaise réputation, elle s'attache la stigmatisation s'attache aux personnes du quartier, il y a différentes stratégies par rapport à ça. Hem, Important aussi dans les quartiers, c'est la centralité des familles, de la famille. Et souvent on va louer, on va dire: «Vous dans les quartiers, il y a un esprit de famille, il y a un esprit de convivialité, il y a un esprit d'être ensemble, il y a quelque chose, c'est peut-être culturel, ça vient peut-être du pays» et cetera. Oui, c'est vrai, il y a des cultures qui portent la famille très fortement, peut-être beaucoup plus que, l'individualisme, et l'atomisation des familles, dans la société, occidentale sécularisée aujourd'hui. Mais il y a aussi, en fait, d'autres explications. Il faut aussi regarder avec objectivité, c'est que, être dans un quartier, c'est aussi être plus en danger. Alors certains qui vont me regarder vont dire: «Non, non, c'est pas vrai». Si, c'est vrai. Dans un quartier, c'est être un peu plus en danger. Il y a, des statistiques qui montrent effectivement cela. Et c'est aussi être, parfois dans des situations socio-économiques qui m'amènent à être moins scolarisé
et moins sur le marché de l'emploi. Et quand on est plus en insécurité, moins sur le marché de l'emploi, moins scolarisé, il y a un repli aussi indispensable sur la famille, qui est le lieu de la valorisation, qui est le lieu de la confiance, qui est le lieu de la sécurité. Lorsque la famille n'est pas dysfonctionnelle, j'entends. Et donc, on a forcément un repli indispensable sur la famille, euh, qui devient en fait un sanctuaire, bien plus que dans des endroits où rapidement on va aussi quitter la famille, aller se construire un avenir professionnel et marital ou autre, peut-être un peu plus rapidement, quoique. Euh, mais en tout cas, avec d'autres contingences. Et donc, les sociologues marquent quand même qu'il y a un repli sur la famille pour des raisons aussi de protection. À ça, on peut parler aussi des modes de vie et de sociabilité en banlieue qui sont parfois particulières. L'un de ces modes de sociabilité, c'est le don contre don. Vous savez, dans les familles, dans les cités, la réputation est très importante et la réputation des familles est importante. Et on regarde comment se comportent les uns et les autres, on se regarde comment se comportent les enfants de un tel, les enfants de un tel. Et le don contre don, d'ailleurs, qui est un thème sociologique connu, hein, même dans l'ethnologie, c'est quelque chose qui, en gros, se met en place. Plus une famille va être capable de donner, plus elle va avoir une place importante dans la réputation et dans le quartier. Les enfants d'un tel euh, vont aider à faire les courses, telles personnes âgées. Le fils d'un tel va amener telle maman à l'aéroport le jour où elle en a besoin. Un tel va mettre à profit ses compétences en mécanique euh, euh, pour le quartier. Pourquoi? Bah parce que c'est plus cher que de payer un garagiste. Euh, Parce que c'est plus cher que de payer un taxi. Vous voyez. Et donc, il y a une sociabilité à cause de la pauvreté qui se met en place. Et les familles qui sont capables de donner vont recevoir aussi de la notoriété, de la confiance. Et donc, il y a un don contre don qui se met en place et qui permet aussi de surpasser certains éléments de la pauvreté. Euh, Parmi cette sociabilité des quartiers, il y a la sociabilité communautaire des familles immigrées. Qu'est-ce que c'est? Lorsqu'on a un même parcours migratoire, moi, je viens d'Afrique du Nord, je suis une maman, je rencontre une jeune femme dans mon immeuble qui a le même parcours que moi. Je m'identifie parce que j'ai les mêmes euh, référents culturels. Je m'identifie parce que parfois je parle la même langue du bled. Je m'identifie parce que j'aime et je sais faire la même cuisine, parce qu'on a peut-être des souvenirs communs. Et naturellement, je me retrouve à avoir une sociabilité communautaire. Il ne faut absolument pas confondre sociabilité communautaire et communautarisme. Et le communautarisme existe. Le communautarisme euh, repli, alors que la sociabilité communautaire ouvre. Et c'est pour ça que cette photo-là, par exemple, dans un centre social, de femmes issues de quartier qui font un couscous avec des bénévoles qui sont d'origine française et qui ensemble vont proposer pour le quartier un grand repas. Donc mettre à profit eh bien, sa sensibilité culturelle et sa compétence culturelle au profit de tout le quartier. Et donc, on est dans l'ouverture, on n'est pas dans le repli communautaire. Et ça, c'est bon, et ça, c'est sain, et ça, c'est naturel. Là où le communautarisme, lui, va être malsain, va être dans le repli de la fermeture et va créer quelque chose de vraiment très dommage. Autre chose aussi, est-ce qu'il y a du racisme dans les quartiers? Il y a du racisme partout, on le sait. Euh, mais les sociologues soulignent qu'il y a surtout une ethnicisation des rapports sociaux, plus que du racisme. On a des blancs qui veulent être reconnus dans leur souffrance de blanc, des noirs qui veulent être reconnus dans leur souffrance de noirs, des arabes ou des musulmans qui veulent être reconnus dans leur souffrance d'arabes ou de musulmans. Euh, et, euh, et chacun va lever le poing pour dire je suis victime d'un système qui m'oppresse. Et plutôt il va y avoir là une concurrence des souffrances, en quelque sorte, qu'un racisme. C'est ça qui est noté globalement par le travail des sociologues. Mais on doit quand même alléger l'idée du racisme, et surtout dans les quartiers. Alors oui, il y a des racismes parfois réels, hein, il y a du racisme
anti-noirs forts chez certaines populations arabes, on le sait, chez certaines populations françaises aussi, mais l'inverse aussi, des défiances et des insultes vis-à-vis des blancs, vis-à-vis aussi de certaines religions, euh, les religions qui s'insultent. Il y a beaucoup ça. Et d'ailleurs, les insultes à caractère religieux qu'il peut y avoir entre, par exemple, musulmans et juifs, et qui sont vraies et que j'ai pu constater moi-même, sans appuyer trop fortement sur le sujet, sont beaucoup liés à la géopolitique, beaucoup liés à ce qui se passe en dehors de la France et à des positionnements politiques. Et donc, c'est plus que du racisme. C'est autre chose que du racisme. Le racisme est là pour exprimer une colère autre, souvent, bien souvent, quand on va un peu dans le fond. On n'est pas vraiment dans le racialisme à l'ancienne. On pensait vraiment qu'il y avait une hiérarchie de supériorité. Ça existe encore, mais c'est très marginal. On ne peut pas parler, évidemment, du quartier sans parler de la rue et de l'appropriation de la rue par les jeunes de cité. Ce que j'aimerais dire, c'est que souvent, les gens qui n'habitent pas les quartiers ont du mal à comprendre cette appropriation de l'espace public par des gens des quartiers. Les gens, globalement, estiment que la rue est à tout le monde. Et on a l'impression parfois dans ces quartiers que le pied de l'immeuble, c'est à moi. Je pense qu'il y a deux choses à comprendre. Premièrement, comme je vous ai montré, il y a des enclaves. Il y a des enclaves territoriales, comme vous l'avez vu à la Duchère, à la Cité de Manguier. Et quand on vit dans une enclave, on s'approprie tout le terrain de manière plus forte que quand il y a beaucoup de passages. On ne s'approprie pas la rue de la Paix ou l'avenue Foch comme on s'approprie la Cité de la Duchère. Donc, l'urbanité, la géographie jouent. Deuxièmement, ce sont des gens qui ont une mobilité moins forte, aussi pour des raisons financières. Et, et eux-mêmes sont attachés au territoire. Et les études ont montré que plus on est pauvre, plus on est attaché au territoire, plus on est riche, plus on est mobile sur le territoire. Donc la pauvreté va expliquer l'attachement au territoire et l'identification au quartier va être plus forte puisque le quartier, c'est ce qu'on a. Pas grand-chose, mais on a le quartier. En plus de ça, il y a un phénomène tout à fait naturel, c'est que lorsqu'on a vécu enfant, adolescent, jusqu'au début de l'âge adulte dans un endroit, on se sent réellement chez soi. On a vécu tout un tas d'aventures sur ces escaliers, on a eu tout un tas de discussions, on a tout un tas d'anecdotes. Et c'est la même chose sur une place de village, quand des jeunes qui faisaient la guerre des boutons se sont appropriés un certain nombre d'endroits. Ils diront que c'est chez eux, ils sentiront que c'est chez eux. Donc il y a quelque chose de naturel là-dedans. Et la défiance trop forte avec cette appropriation-là du territoire devrait réintégrer ces éléments. Maintenant, ce territoire est parfois approprié par aussi le phénomène des trafics de drogue et qui rend invivable pour certains la mobilité, l'accès, arriver dans un quartier, être scanné de haut en bas, savoir chez qui on va, dire son nom, dire son prénom, dire sa motivation. C'est quelque chose qui n'est pas normal et qui est un abus absolu de cette appropriation naturelle du territoire, qui en fait est lié au trafic et à des phénomènes de délinquance, voire de mafia. Et évidemment, c'est quelque chose qu'il faut aussi dénoncer et qu'il faut combattre. Et les pouvoirs publics, que ce soit par les pouvoirs publics de prévention, éducateurs, pour de la prévention spécialisée, mais aussi d'autres types de professionnels qui sont tout autres, de sécurisation, et aussi la police, doivent être encouragés dans notre pays parce qu'ils ont tout à fait leur place pour la sécurisation et la facilitation des rapports sociaux dans les quartiers. Je sais que ça poserait plein de sujets, de questions. Je m'en arrête là. Et c'est aussi un territoire particulier dans l'enjeu qui se joue avec les rapports filles-garçons. Il y a un enjeu et
les sociologues ont montré que la présence des filles sur le quartier est très contrôlée, surtout adolescents et jeunes adultes. Enfants moins, adultes plus, plus moins, mais dans cet entre-deux âges, beaucoup plus. Une des raisons, c'est que les garçons qui sont attachés au quartier, qui ont du mal à s'insérer dans le tissu social et économique, euh, veulent prendre pouvoir. Prendre pouvoir sur quelque chose, et notamment, du coup, sur les filles, sur leurs sœurs. Et on est considéré comme un mauvais garçon si on ne sait pas garder sa sœur à la maison. On est considéré comme un mauvais garçon si on n'a pas ce contrôle sur les femmes. Et donc la frustration de ne pas avoir vraiment beaucoup de contrôle de sa vie par l'emploi notamment, amène des bascules de ce contrôle un peu viriliste sur les femmes. C'est en gros, en résumé, ce qui est mentionné par la sociologie. Euh, D'autres éléments qui concernent les quartiers, évidemment, c'est la culture hip-hop, une culture qui a été, là je passe vraiment dans un tout autre sujet, mais qui correspond aussi à une réalité des quartiers. C'est une culture de rap, une culture de danse. À l'époque, c'était le hip-hop, on est plus dans des danses afro, coupées décalées aujourd'hui. Une culture du graphe et du taille, culture urbaine qui a beaucoup impacté les quartiers, qui est un vecteur d'expression de ce que sont les quartiers. Je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus, mais c'était bien de le mentionner. Dans les quartiers, comment est-ce qu'on bouge, comment est-ce qu'on sort du quartier? Souvent, quand c'est les garçons, ils sortent, et les filles d'ailleurs aussi, ils sortent en bande vers le centre-ville pour vivre des expériences de découverte, pour s'émanciper des liens de voisinage, dans une recherche d'autonomie. En bande souvent parce que c'est rassurant. C'est plus rassurant quand on va au centre-ville et qu'on n'a pas les codes, d'être ensemble et de garder au moins ces codes à l'intérieur d'un groupe. Et on va parler souvent de mobilité psychologique, c'est-à-dire la mobilité physique nécessite la mobilité psychologique. Je ne sors pas du quartier si je ne me dis pas que je peux sortir du quartier. Je ne sors pas de mon environnement si dans ma tête, il n'y a pas de raison ou s'il y a une peur trop grande. Et en fait, on le remarque. On remarque qu'il y a des jeunes en fait, qui sont assez stressés, assez apeurés à un certain âge de sortir, qui se sentent complètement interdits d'aller dans certains endroits. Pas parce qu'ils sont interdits, mais parce que leurs vêtements, leur parler, etc., les disqualifient et ils se disqualifient eux-mêmes d'aller dans tel restaurant, tel bar, tel endroit. Donc il y a cette volonté de sortir en groupe, souvent, pour se rassurer et pour aller vivre quelque chose d'autre. Je me rappelle quelques témoignages comme ça de jeunes qui me disaient: «Tant que tel grand m'avait pas sortir du quartier, pour aller à telle boîte, à tel endroit, je pensais que c'était interdit pour moi». Voilà un peu pour la question de la mobilité, et la mobilité générale, la mobilité, sociale plus largement. Aujourd'hui, elle est encore, permise, grâce au diplôme, grâce à l'école. Les gens des quartiers savent que l'école est une voie de mobilité pour bouger. Hem il y a différentes stratégies qui sont mises en place. L'école est la première, encore absolument, parmi, les gens vivant dans les quartiers sensibles. L'engagement associatif, l'engagement institutionnel et l'entrepreneuriat sont aussi investis, assez fortement investis d'ailleurs, par la génération LL, dont j'ai parlé dans un autre cours par ailleurs, euh, sur l'islam des jeunes de banlieue, cours que vous allez avoir. Voilà. Ensuite, on est obligé de traiter la question des violences urbaines. Eh bien, depuis les années 80, on constate 4 formes de violence juvénile. Le durcissement de la violence des jeunes entre eux, l'enracinement dans l'économie informelle, avec notamment la drogue, le développement des incivilités et l'installation des émeutes urbaines. Concernant les violences à l'intérieur du quartier et aussi les incivilités, il y a 2 à 3 fois plus de chances de subir la violence dans un quartier pauvre que dans un quartier riche. Hugues Lagrange expliquait déjà que depuis 2001,
la violence expressive, c'est-à-dire qui n'est pas liée à un gain matériel, juste une violence d'affirmation, d'expression, a surpassé largement la violence d'appropriation, qui visait un bénéfice économique. Et donc, aujourd'hui, on parle un peu du thème de l'ensauvagement, mais c'est ce que ça voulait signifier, c'est-à-dire des rapports de sauvagerie, hein, de violence gratuite, qui s'amplifient dans les quartiers depuis 20 ans, et de manière générale dans toute la société. Concernant le trafic de drogue, il y a une aggravation de la situation depuis aussi un bon moment, parce qu'il y a un enracinement dans la crise. Et donc, l'enracinement dans la crise, il crée une aggravation des deux côtés. Des consommateurs plus déprimés, qui demandent plus de substances psychotropes comme le cannabis, et puis des dealers qui veulent absolument gagner leur sous et qui vont pas du tout culpabiliser de le faire, en tout cas pour un certain nombre, qui vont se voir comme au contraire des petits entrepreneurs locaux, des self-made dad qui mettent au service de cette professionnalité délinquante bien leur capacité de débrouille, de, de, de discrétion, etc. Mais ça va créer, tout ce trafic, évidemment, des grands conflits, des conflits pour la maîtrise d'un territoire, des conflits pour eh bien, dire, des paiements qui ne sont pas faits, ni à temps, ni assez, etc. Et de ça va naître une délinquance, une violence, comme vous le savez, directement liée au trafic de drogue et aux pressions qu'il y a dans ce trafic. Le phénomène des bandes aussi est important. Et les bandes sont définies sur 4 points. 4 points, et il ne faut pas les confondre avec les gangs. Les bandes, d'abord, recrutent le plus dans les milieux défavorisés. Elles sont liées à un territoire, elles comptent surtout les garçons, et elles fonctionnent en dehors du regard des adultes. Voilà les 4 caractéristiques principales des bandes, sociologiquement. Alors là, c'est une bande de la cité de la Forestière à Clichy-sous-Bois. Et, et quand je dis qu'il ne faut pas confondre avec le gang, c'est que le gang, il se réunit uniquement avec des fins délictuelles ou criminelles. Alors que la bande, c'est l'extension de la bande de potes qui peut verser dans le délit ou pas. Mais la bande, c'est d'abord une sorte de famille de substitution. Les personnes très attachées à la bande sont souvent, pas toujours, mais des personnes qui justement n'ont pas forcément une famille. Ils ne peuvent pas faire comme on a vu, cette repli sur la famille. Ils font le repli sur la bande parce que la bande me sécurise. Quand je suis en bande, je suis avec mes potes, on est fort, on est plusieurs, on a une place, on a un nom, on a un surnom, on est quelqu'un au milieu d'un groupe. Et on est plus protégé de l'attaque d'autres bandes que si on est isolé. Et donc, il y a une raison aussi à la formation des bandes, c'est ce phénomène de sécurisation personnelle. Les violences anti-système et anti-institutionnelles sont bien décrites depuis les années 90. Il y a une accalmie, mais il y a eu des moments, comment dire, je reprends ce qu'il y a sur le slide pour être plus clair. Il y a une spécificité française, c'est que dans d'autres pays, on brûle beaucoup, enfin, on s'attaque beaucoup à ce qui concerne plutôt les institutions policières. Il va y avoir des affrontements police, etc. En France, on voit beaucoup de dégradation, seulement de la police, mais de l'école, des services sociaux, des transports, des équipements collectifs, pompiers, médecins, tout ce qui concerne, de près ou de loin, l'État ou l'uniforme en prend un peu pour son grade. Et certains pensent qu'il y a un enracinement dans la pensée révolutionnaire française aussi, de remise en question des institutions. On a coupé la tête de nos rois, hein, et donc il y a quelque chose de cet ordre-là, et certains vont dire que même il y a une partie de la violence de ce type, faite par des jeunes issus des banlieues, qui est aussi un héritage de la culture française d'une certaine manière et une amplification, comme on l'a vu dans certains milieux. Alors, je ne fais pas du tout une excuse, ni même le seul phénomène, mais certains ont mis ça en avant, donc je le dis. Et puis il y a effectivement déplacement dans différentes zones depuis les années 90 de la violence. Vous avez pu remarquer que certaines zones violentes ne le sont plus et d'autres le sont devenues. Concernant la question des émeutes, évidemment, boom des émeutes en 2005 avec l'affaire Ziad Bouna,
Ziad Benna et Bouna Traoré, qui sont morts dans le transistor électrique à Clichy-sous-Bois, après une course-poursuite avec des policiers pour un délit qu'ils n'avaient pas commis. S'en est suivi des émeutes, des échanges avec la police, avec des gaz lacrymaux dans cette cité. Les gaz lacrymaux ont envahi la salle de prière de la mosquée au moment de la prière, ce qui a encore plus irrité les personnes du quartier, même si sur le moment les religieux ont plutôt été dans l'accalmie que dans l'envenimement, bien au contraire. Mais les jeunes se sont vraiment lâchés à ce moment-là. Un meurtre, pas un meurtre, pardon, un décès, deux décès de deux jeunes qui représentent le visage de l'immigration française. Et puis une gestion assez chaotique par De Villepin et par Nicolas Sarkozy qui communiquent mal. Et donc ça a embrasé de nombreux quartiers de France qui ont vécu ça comme si c'était pour eux. Et ça a été médiatisé un peu partout, même jusqu'aux États-Unis, on avait des cartes comme celles que vous voyez, surtout l'embrasement français dans les cités, à Clichy. Et le profil des émeutiers, c'est intéressant, c'est que ce n'étaient pas forcément des gens très engagés dans la délinquance. Ce n'était pas forcément d'ailleurs dans les réseaux de deal lorsqu'on les a interpellés. On a vu qu'ils n'avaient pas forcément un passif très fort de violence. C'est des 15-20 ans, souvent en difficulté scolaire, avec peu de liens avec la jeunesse, pendant cette jeunesse, avec peu de liens avec les adultes, qui eux sont restés distants, mais qui n'étaient pas vraiment délinquants, pas vraiment chômeurs. Voilà, c'est le jeune de banlieue classique, c'est pas forcément le délinquant plus plus. D'ailleurs, généralement, les délinquants sur les quartiers n'ont pas forcément intérêt à produire des grosses émeutes, puisque le trafic paye le prix des, des émeutes dans les quartiers. Mieux vaut un quartier calme pour bien vendre à ses clients. Voilà. Donc, je vais passer sur la gestion politique. On n'aura pas forcément le temps de voir tout ça. Les raisons de la violence, si je peux en parler un petit peu. Raison de la violence, le conformisme, on arrive dans une cité, on n'est pas violent, tout le monde est déjà dans un environnement violent, on se conforme, on devient violent. Pour faire en une phrase que c'est le conformisme. La crise du contrôle social, on a une baisse du contrôle social, notamment des pairs, des institutions, des autorités, justement parce qu'il y a un renforcement des familles monoparentales dans ces quartiers, puisque les loyers sont très bas et donc les familles monoparentales ne vont plus forcément aller dans ces quartiers. Mais on le voit aussi, hein, même chez les trafiquants, les dealers, etc. On voit beaucoup moins de distance adulte, jeune et jeune enfant qu'avant. La hiérarchie des âges a été un peu brisée dans les années. La crise d'autorité française, elle est générale, elle se répercute même dans les systèmes délinquants. La frustration scolaire aussi. Mon grand frère n'a pas eu son bac, ni même son brevet. Pourtant, il a travaillé. Mon autre grand frère non plus. Ma grande sœur, elle a un peu plus réussi qu'eux, mais elle a un taf qui n'est pas vraiment sympa. Pourquoi est-ce que moi, le petit frère, je vais m'embêter à faire des études longues alors qu'au bout de la rue, je peux me faire un billet pour pas cher en faisant le chouf. Donc voilà, c'est ça qui se passe. Il y a une frustration scolaire qui se rabat sur les plus petits et qui va aussi expliquer parfois l'enracinement de certaines familles dans la délinquance en fonction de la date d'arrivée dans la fratrie. C'est souvent les plus jeunes qui vont être délinquants. On ne comprend pas toujours pourquoi. En fait, il y a des raisons à ça. Le rôle de la famille, vous avez l'exemple de Yazid Kirfi, qui était mon professeur à Nanterre, et qui, lui, disait qu'il était très malheureux dans sa famille. Il se sentait le vilain petit canard. Et il voulait être dans une bande, il voulait absolument vivre son aventure. Et il a été, comme il le dit, voyou par envie. Quand on est mal aimé à la maison, on cherche un autre endroit pour être aimé et valorisé. Et la maison, lui, il arrivait à être valorisé, c'est par les braquages. Alors il a fait du braquage et puis il a fait de la prison. Et puis finalement, il est sorti de tout ça et c'est un repenti de ses carrières délinquantes. Et il forme les travailleurs sociaux, les policiers, les matons, pour comprendre un peu le phénomène de jeunesse, des bandes, etc. Et aussi
il va porter un discours éducatif auprès des jeunes qui sont en prison. Concernant la violence sexuelle, on en parle aussi, c'est marginal, le phénomène des tournantes, mais il existe, il a existé. Ces viols collectifs qui existaient. J'ai été témoin d'anecdotes de personnes qui disaient avoir, à un moment donné, été à plusieurs dans des caves avec une jeune fille. Parce que moi, j'étais ado, j'avais des amis qui me faisaient ces confidences, euh, sans vraiment sentiment de culpabilité, sans vraiment se rendre compte de la gravité de la chose. C'est intéressant parce que la sociologie montre que c'est dans ces phénomènes-là, euh, l'effet groupe comme annihile la conscience morale. Si on le fait tous, c'est que c'est pas si mal. Comme si la gravité était diluée, le crime était dilué, et, les signes aussi de refus des jeunes filles ne sont pas connus, compris, ou pas voulu être compris par ces jeunes garçons, qui sont souvent en excitation adolescente, parfois aussi en misère sexuelle pour ceux qui sont jeunes adultes et qui ont du mal à trouver chaussures à leurs pieds. Évidemment aussi l'effet grégaire, hein, l'effet de groupe qui fait que des adolescents garçons ne sont pas forcément toujours attirants, attractifs pour certaines jeunes filles. Donc voilà, il y a en tout cas ce phénomène qui a existé. On a Samira Bellil qui en donne un récit glaçant. Et je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui dans ce cours sur. Alors, je ne m'arrête pas forcément sur une touche positive. J'ai trouvé une image peut-être sur voilà, la rénovation urbaine de la cité de la Duchère dont je vous ai parlé. Les cités ont été très, très investies par les pouvoirs publics. Le cœur du quartier renouvelé, des petits bâtiments, étages plus bas, des immeubles qui ne se ressemblent pas, qui ne sont pas des cages à poules, avec des couleurs. Voilà une expression nouvelle. Mais bon, il n'y a plus beaucoup d'argent dans les caisses de l'État. Et je pense qu'on a encore des années devant nous avec certaines cités en grande difficulté, avec un urbanisme qui n'est pas toujours adapté. Je vous remercie de m'avoir écouté pour ce cours et je vous souhaite une excellente fin de journée, soirée, nuit, peu importe à l'école, à l'heure à laquelle vous m'avez regardé. À bientôt.